Chers amis, bonjour. Le soleil me fait du bien. Ce matin, je vais vous parler de la parentalité. Pas uniquement de l'homoparentalité, qui peut être partie intégrante du problème, mais oui, qui est souvent, oui, d'ailleurs, partie intégrante du problème en fait, si. Je veux parler de la parentalité quand elle est dissociée de la notion de filiation. C'est-à-dire que il se trouve que certains parents, pour diverses raisons, se retrouvent à vivre avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Alors, ça peut être des couples recomposés, ça peut être des gens qui ont eu des problèmes de stérilité, par exemple, et puis qui ont eu recours à l'adoption, enfin voilà, différentes, ou à la PMA, ou voilà. Toujours est-il que il est dans l'esprit de certaines personnes relativement rétrogrades et quelque peu immatures, je dois avouer, que pour se considérer comme le père ou la mère d'un enfant, il est préférable même, je dirais, de l'avoir mis au monde et de l'avoir conçu. Il se trouve que cette notion-là, elle est parfaitement fausse, en fait. Voilà. Quand je dis parfaitement fausse, je pèse mes mots, vraiment. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que aimer réellement un enfant, c'est veiller sur lui, matériellement, financièrement, veiller à son éducation, veiller à sa sécurité, etc., etc. Dans l'idéal, c'est veiller aussi à avoir une communication de bonne qualité avec lui, de telle sorte que s'il a le moindre problème, il puisse se sentir suffisamment épaulé pour trouver la solution au problème qu'il peut rencontrer, quoi. Voilà. Alors, selon les parents, c'est vrai que ça peut prendre des formes quelquefois un peu étranges. Vous avez des parents qui sont extrêmement dirigistes, vous avez des parents qui veulent que leur enfant fasse, vous avez, etc., etc. Bon, ça, libre à chacun, après tout, d'avoir comment dire, d'avoir une vision d'éducation qui leur est propre. Je n'ai pas moi, j'ai mon idée à moi, c'est en fait, que je crois pas trop mauvaise quand je vois ce que sont devenues mes filles. Mais cette vidéo, c'est surtout pour mettre l'accent sur le fait que la notion de filiation soit bien indépendante de la notion d'éducation, justement. Alors, si je fais cette vidéo, c'est notamment parce que le gouvernement travaille actuellement, enfin notamment le ministère de la Famille, travaille actuellement pour une refonte du statut de la famille. Alors, je tiens à préciser que la refonte du statut de la famille ne consiste pas à envoyer voler en éclats ce qui existe dans l'esprit des gens, bien évidemment, mais uniquement plutôt à rajouter quelques nuances qui doivent être faites. Parce que la famille évolue, que ça plaise ou non à certaines personnes, la famille évolue bel et bien. Aujourd'hui, quand vous entrez, et ça depuis des années, quand vous entrez dans une classe de 30 enfants, il n'y a pas loin de la moitié des enfants qui sont, par exemple, élevés par un couple monoparental, assez souvent par une femme, trop souvent par la femme d'ailleurs. Mais il se trouve qu'il y a aussi beaucoup plus souvent la femme qui demande la garde des enfants plutôt que le papa. Mais quand il arrive que le papa demande la garde des enfants, il doit être plus entendu qu'il ne l'est. Ça, c'est une évidence. Mais il y a beaucoup de pères, je pense, qui n'ont pas vraiment conscience du fait que même s'ils ne vivent pas avec leur enfant, ils restent leur père et qu'à ce titre-là, ils ont des responsabilités. Alors souvent, il est reproché à la maman qui élève seule les enfants de n'accorder du prix qu'à la pension qu'elle doit toucher, etc. Je pense que c'est un raccourci qui sert aussi, malgré tout, malheureusement, de prétexte à ne pas payer la pension alimentaire. Mais dans la réalité des faits, un enfant a besoin de son père bien au-delà de la pension alimentaire. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de pères qui n'en sont pas conscients. Et c'est dommage, quoi. Bon, toujours est-il que c'est pas le sujet de ma vidéo, je m'écarte un petit peu, je suis désolée. Le sujet de ma vidéo, c'est plutôt dans le fait de mettre l'accent sur le fait que d'aimer un enfant
n'a rien à voir. N'a rien à voir avec le fait de l'avoir mis au monde ou de l'avoir conçu. Voilà. Alors, j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, mais c'est vrai, je veux dire, tous les beaux-parents ou les gens qui ont élevé un enfant qu'ils n'avaient pas conçu entendent ça un jour, et il faut partir du principe qu'on va l'entendre. Et puis, à partir du moment où on part du principe qu'on va l'entendre, je pense que les choses sont déjà beaucoup plus faciles après. Voilà, je l'entendrai aussi, donc probablement. Je choisis d'en rire avant. Moi aussi, je t'aime. Faut pas en vouloir à l'enfant quand il dit ça. Il faut juste être bien veillé à toujours bien communiquer, quoi, dans la mesure du possible, le plus possible. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile. Personne ne détient la science absolue de l'éducation des enfants. Alors, il y a des gens qui vont dire que les couples recomposés, c'est de toute façon encore plus casse-gueule que le couple antérieur. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je connais des tas de gens qui sont malheureux en couple, qui se font un mal considérable pendant très très longtemps, qui se font toujours un mal considérable, et qui par principe ne divorceront jamais. Et qui bousillent leur enfant, en le niant royalement, bien évidemment, le plus souvent. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je considère que quand on sait ce qu'on a envie de faire de sa vie, s'il y a des enfants à aimer, eh bien, on les aime. Voilà. Alors, une des évolutions de du statut de la famille, justement, va consister, et c'est attendu par beaucoup de monde, et donc je cautionne parfaitement ça, en une reconnaissance juridique du statut de beaux-parents, de beau-père ou de belle-mère selon le cas. Et je trouve que c'est un statut qui est extrêmement important, parce que il arrive quelquefois que les circonstances de la vie nous amènent dans des situations juridiques qui sont quand même assez problématiques, comme par exemple un couple recomposé qui, pour des raisons personnelles, a choisi de ne pas se marier, et puis le hasard fait que vous avez un cancer ou une maladie très grave qui vous tombe sur le coin du nez, et puis le père véritable ou le père géniteur ou la mère génitrice de l'enfant venant à décéder, le beau-père ou la belle-mère en question, qui a consacré peut-être 5 ou 10 ans de sa vie à élever cet enfant et l'a véritablement aimé comme si c'était son enfant, se retrouve juridiquement privé entièrement de tout droit sur l'enfant, précisément parce qu'il n'était pas marié, par exemple. Alors que, n'étant pas marié, si le statut de beau-père ou de belle-mère est effectivement reconnu juridiquement, d'une part, aux yeux de l'enfant, sur le plan éducatif, le rôle de ce beau-père et de cette belle-mère est beaucoup plus facile, parce que quand l'enfant, un jour de maladresse, va dire « t'es pas mon père ou t'es pas ma mère », l'autre peut lui dire « peut-être que je t'ai peut-être pas mis au monde, mais moi je t'aime comme si tu sortais de mon ventre ». Voilà. Et donc l'enfant, s'il entend ça, même s'il n'est pas content sur le coup, même si ça le glace un petit peu, le fait qu'il existe ce papier et cette forme de reconnaissance est à mes yeux fondamental, absolument fondamental, pour aider certains ados, par exemple, qui ont du mal à passer le cap, à aller mieux. Ça ne fait absolument aucun doute. Voilà. Bon, il arrive aussi quelquefois, moi j'ai déjà entendu parler de couples recomposés où le beau-père ou la belle-mère était particulièrement agréable avec l'enfant en question, dans le seul et unique but de foutre le grappin, entre guillemets, sur le père ou sur la mère, et puis une fois marié, dénigrait complètement l'enfant. Ça arrive malheureusement aussi. Mais ce sont des choses qui doivent être discutées, ça, et ça se négocie. Il y a certains beaux-pères et certaines belles-mères qui doivent être remis dans le rang aussi quelquefois, et à qui on doit remettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est au père et à la mère d'origine de savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de son ex. Et, oui, effectivement, c'est plus compliqué, un couple recomposé. Sur le plan psychologique, c'est un peu difficile quelquefois de
de savoir effectivement ménager entre guillemets les susceptibilités de chacun et ménager la chèvre et le chou comme on dit, sans vouloir faire dans le maraîchage et dans la capriculture, pas la capriculture, enfin les chèvres quoi, ménager les chèvres et le chou. Mais je considère moi que ça en vaut la chandelle quoi. Moi je connais des gens qui sont toujours ensemble, qui se sont jamais séparés, qui n'ont jamais divorcé, qui vivent toujours ensemble, qui se font chier du matin jusqu'au soir, qui ne s'aiment absolument plus et qui s'emmerdent qui s'emmerdent ensemble. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Je n'oblige personne à penser comme moi. Moi j'ai mes convictions sur le sujet et j'invite chacun à être conforme à ses idées. Je pense que quand on met plusieurs années à réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie, le projet de recomposer une famille, de composer de nouveau une famille avec quelqu'un d'autre, c'est un choix qui est parfaitement respectable et qui est parfaitement recevable et que l'on doit être capable d'imposer à son entourage. Et puis les gens à qui ça plaît pas, eh bien on ne les fréquente plus, et puis voilà. Je trouve ça tout à fait normal. Moi. À 40, 50 ans, je pense qu'il est temps de faire de sa vie ce qu'on a envie qu'elle soit. Voilà. Et donc l'évolution de la famille est étudiée en ce moment. Alors cette notion de parentalité, même si on n'a pas dissocié de la filiation, c'est une notion qui est absolument fondamentale, notamment. Alors là, je m'écarte un peu du sujet. Enfin, je m'écarte pas du sujet. Je m'écarte comment dire. J'écarte mon cheminement personnel de ce problème, on va dire. Bon. Je veux parler par là de l'adoption par les gens qui ne parviennent pas à avoir d'enfants. Ce qui est terrible, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelque temps, enfin notamment grâce à moi justement, il est apparu que quand le Conseil général, parce que c'était les conseils généraux, hein, je crois, qui menaient l'enquête auprès d'une famille qui était postulante pour adopter, les critères pour postuler à l'adoption étaient extrêmement sévères. Ils étaient tellement sévères d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre de couples qui se trouvaient d'une certaine façon éjectés du processus d'adoption parce que je ne sais pas d'ailleurs si on leur fournissait les véritables raisons. Mais bon, si la demande n'était pas renouvelée régulièrement, systématiquement, eux en avaient marre de combattre et puis ils finissaient par mettre une croix sur leur projet d'adoption. Alors, sur le fait de mettre une croix sur un projet d'adoption, il y a une notion absolument fondamentale que ces enquêteurs... Alors déjà, pour les gens qui reprochent aux enquêteurs d'être aussi difficiles, il faut bien comprendre que d'adopter un enfant, on avait tendance à exiger un peu trop, je pense, de qualité morale par rapport à ces couples-là. Sincèrement, je le pense. Voilà, parce qu'il faut quand même bien avoir conscience que, jusqu'à preuve du contraire, quand un couple décide d'avoir un enfant et qu'il a un enfant, on ne va pas se poser ce type de problème quand le bébé naît et que le bébé arrive dans une famille. On sait tous, malheureusement, que certains bébés arrivent dans certaines familles qui sont extrêmement problématiques, où on voit très bien, malheureusement, que les parents vont très mal et que le bébé est vraiment très très mal barré. Alors bien sûr, à la maternité, il arrive que ce soit détecté, par la PMI, etc., etc. On fait ce qu'on peut pour essayer de parer à ce qui peut l'être. Mais ce que je veux dire, c'est que on arrive quand même à des situations assez contradictoires qui veut que on va tout faire pour maintenir un enfant dans sa cellule familiale alors qu'on sait pertinemment que le papa est alcoolique ou qu'il est violent avec la maman, et puis paradoxalement, au même moment, on va être complètement exagérément intransigeant sur le jugement, entre guillemets, d'un couple qui postule à l'adoption, alors que bon,
il y a peut-être certains petits problèmes, mais que c'est loin d'être aussi problématique que ça, quoi. Donc là, à mon avis, il y a une sorte d'ajustement à trouver et de compromis à trouver qui est faisable. Alors pourquoi? Notamment, alors je vais laisser la détection entre guillemets des familles potentiellement dangereuses dans le cadre de la PMI et des maternités, parce que c'est à eux en fait comment dire, de peaufiner le problème, de peaufiner la détection. Et moi, je n'ai absolument aucun doute sur leurs compétences, je tiens à le préciser. Et donc, je suis persuadée qu'ils font ce qu'il faut. Ça, c'est la première chose. Il faut simplement savoir que c'est extrêmement subtil de savoir à quel moment des parents sont potentiellement dangereux ou pas. On voit avec la petite Fiona, par exemple, puisque aujourd'hui on reparle de ça justement avec le problème du corps qu'on doit retrouver, etc. Voilà, il se trouve que moi j'avais été consultée sur le sujet justement quand c'était arrivé. On m'avait sollicité, j'avais été sollicité, je fais bouger l'ordinateur, j'avais été sollicité sur le sujet justement. Et j'avais mis le point, j'avais beaucoup, c'est consultable sur mon blog, je pense. Parce que je faisais pas de vidéo à l'époque sur mon blog, c'est consultable. Mais je pense que je l'avais peut-être fait en privé, je me souviens plus exactement. Enfin bref, toujours est-il que j'avais mis le point, j'avais mis l'accent sur l'index, pardon. J'avais mis l'index sur le fait que il y avait, j'avais mis l'index sur certaines discordances au niveau du discours de la maman par rapport à la relation, ce qu'elle relatait par rapport au déroulement de l'après-midi qui était parfaitement incohérent. Donc ces incohérences-là ont mis la puce à l'oreille au juge. Voilà, pour information. Alors ça c'est une chose. Mais en ce qui concerne les enquêtes qui sont faites par rapport aux parents qui postulent pour l'adoption, ce qui se passe en fait, c'est qu'il existe toujours des gens bien intentionnés, enfin entre guillemets, donc mal intentionnés, pour mettre l'accent sur le fait que justement, comme c'est pas notre enfant véritable, on va pas arriver à l'aimer assez, et qu'est-ce que vous allez faire de sa culture, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez toujours des fouilles merdes qui vont se charger dans l'environnement du couple qui postule pour l'adoption à foutre la merde, quoi. Voilà. Ils peuvent pas avoir d'enfants. Ah, mon Dieu, ils peuvent pas avoir d'enfants. Et puis on va les culpabiliser, on va les faire chier un max, quoi. Au même titre qu'on emmerde une jeune femme, par exemple, qui n'a pas envie d'avoir d'enfants, on va emmerder des parents parce qu'ils n'arrivent pas à en avoir. Voilà. C'est comme ça. Alors ça peut paraître anecdotique que, sauf que ça ne l'est pas du tout, dans la mesure où, mine de rien, ces petites blessures accumulées les unes par rapport aux autres forment une sorte de complexe d'infériorité par rapport à ceux qui parviennent à concevoir un enfant. Et ça, je trouve ça profondément dégueulasse, quoi, tout simplement. Voilà. Ce qui en résulte, c'est que quand ils ont envie d'adopter, eh bien moi je connais des couples par exemple qui sont des couples qui sont tout à fait valables, qui feraient d'excellents parents et qui devant un tel constat, eh bien préfèrent renoncer au fait d'adopter un enfant parce qu'ils n'ont pas envie de recevoir des enquêteurs chez eux, qu'ils perçoivent du coup comme des gens qui vont les mettre en cause, qui vont les juger, et qui du coup renoncent à l'adoption, quoi. Alors que ça ferait des parents tout à fait super, quoi. Et le problème, c'est que il faut absolument que les parents qui postulent à l'adoption se retirent de l'esprit qu'ils sont coupables de quelque chose. Ils ne sont pas coupables. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la pollution, notamment, par les PCB, par tout un tas de pollutions, notamment les modificateurs endocriniens, il y a énormément de stérilité. Par exemple, quand on étudie le sperme aujourd'hui, il faut savoir que le sperme est beaucoup moins a un pouvoir je sais pas comment on dit, un pouvoir de fécondation moins important
qu'il avait il y a 10 ans, il y a 20 ans ou 30 ans, par exemple. Et l'une des explications, c'est notamment la pollution, sous toutes ses formes. Voilà. Alors ça, c'est une chose que les gens refusent de voir, et c'est une chose qu'on se charge bien de nous cacher, mais c'est pourtant une vérité. Alors, quand on sait ça, évidemment, ça veut bien dire qu'on n'est pas, je veux dire, quelqu'un qui est stérile, il n'est pas coupable d'être stérile, surtout pas. Hein. Il faut savoir que un malade mental profond, qui a les facultés mentales complètement bousillées, peut très bien avoir des organes génitaux en parfait état de fonctionnement. Il va concevoir un bébé, il va être complètement irresponsable. On va lui retirer, si jamais le bébé, la femme a eu un bébé, on va lui retirer parce qu'on se rend compte que les parents sont incapables de l'élever. Et puis voilà quoi. Je veux dire, il n'y a aucun mérite intellectuel ou affectif à avoir conçu un bébé physiquement. D'accord, hein? Les véritables parents d'un enfant, ce sont ceux qui ont veillé sur lui et qui l'ont aimé. Point barre. C'est là la véritable parentalité. Hein? Un père, un beau-père, une belle-mère qui a veillé sur un beau-fils ou sur une belle-fille est plus le parent que certains parents qui l'ont conçu. Il faut le savoir. Voilà. Alors il y a aussi comment dire. Alors je conçois que certains parents, par exemple, quand ils souhaitent adopter, aient envie d'adopter quelqu'un qui soit de leur ethnie, entre guillemets, que des blancs aient envie d'adopter un enfant blanc, etc. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais il faut quand même. J'ai toujours mon petit problème avec ma flèche là. Elle est très vilaine ma flèche. Et ça n'est pas une flèche qui a le but de blesser, je tiens à le préciser. C'est la flèche de mon ordinateur. Et ce qui est terrible en fait, c'est que ce qui serait bien, ce serait que ces gens-là prennent vraiment conscience que s'ils veulent avoir un enfant qui leur ressemble le plus possible, la seule et unique raison pour laquelle ils le souhaitent, c'est parce qu'ils se sentent coupables de ne pas l'avoir conçu, cet enfant. Et cette culpabilité-là, elle est déplacée en fait. C'est ça qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. Parce que des gens qui ne peuvent pas concevoir d'enfants, ils ne sont pas coupables. Surtout pas. On ne peut pas être coupable de ne pas parvenir à concevoir un enfant. Ça n'est pas cohérent. Alors il faut savoir qu'un jour, j'avais raconté ça sur mon forum, j'avais vu un reportage à la télévision sur une femme justement qui était stérile. Et il se trouve que dans le couple qu'elle formait, son mari, lui, n'assumait absolument pas cette stérilité. C'est-à-dire qu'en fait, il culpabilisait sa femme. C'était sa faute, et voilà. Et c'était au point qu'elle, évidemment, elle était malheureuse comme une pierre, quoi, parce que lui était un con, tout simplement. Et elle a mis quelques années à comprendre, bien évidemment. Et donc, du coup, ensuite, elle s'est séparée, elle est divorcée. Et puis, elle a rencontré un autre homme, un homme qui l'aimait vraiment, qui l'aimait pour elle. Et donc, en fait, comme il l'aimait, lui, véritablement, il l'aimait avec cette forme de, entre guillemets, handicap. Et donc, il lui a dit froidement, écoute, puisqu'on ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, on va adopter. Et donc, ils ont adopté un enfant. Et alors, ce qui était juste absolument bouleversant, c'est que cette femme, donc, qui était en mal d'enfant, racontait ce qu'elle ressentait au plus profond de son cœur. Donc l'enfant avait quelques années. Et elle expliquait que quand elle portait son bébé et son jeune enfant contre elle et qu'elle le câlinait, ce qu'elle ressentait physiquement, elle avait parfaitement conscience que c'était aussi violent, positivement violent, que si elle l'avait porté. Voilà la révélation que je vous fais, moi. Alors, ce document existe à l'INA, parce que c'est un document que j'avais dû voir. Alors évidemment, en racontant ça à la caméra, elle tournait le dos à la caméra d'ailleurs, tellement elle était bouleversée en livrant ça, en fait. Elle tournait le dos à la caméra, elle était sur un banc. Et elle était en larmes, évidemment, en expliquant ça, parce que la culpabilité qu'on lui avait fait porter par rapport à sa stérilité était telle que c'était un véritable poignard qu'elle avait dans le cœur, quoi. Et en fait, donc, cet enfant qu'elle aimait exactement
comme si, plus peut-être encore que si elle l'avait porté, évidemment, était bien la preuve absolument irréfutable que la véritable parentalité, elle se trouve dans la relation et dans l'amour qu'on donne à l'enfant, et absolument pas dans le fait de l'avoir porté. Voilà. Alors, je pense malgré tout que un enfant qui a été adopté, pour un enfant qui a été adopté, il est souhaitable. Moi, je suis pour pour l'ouverture au droit à l'identité du géniteur. Ah oui, c'est un gros pavé dans la mare que je mets là, mais je le dis pendant que j'ai l'occasion là, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont été adoptés, par exemple, qui sont à la recherche de leur origine et qui n'ont pas accès à ces origines, et je trouve ça parfaitement regrettable. La raison pour laquelle on leur a interdit jusqu'alors d'avoir accès à leurs origines, c'est que on a cru bien faire en ménageant la susceptibilité des parents adoptants. Mais les parents adoptants qui voient leur enfant partir à la recherche de leurs véritables origines génétiques ne devraient absolument pas percevoir cette démarche de la part de l'enfant comme étant une attaque vis-à-vis d'eux. Parce qu'elle n'est pas une attaque vis-à-vis d'eux. Absolument pas. Il arrive effectivement, oui, que certaines adoptions se passent mal, tournent mal au point que l'adolescent éprouve le besoin de se suicider, par exemple, parviennent à se suicider. Il y avait eu certaines émissions, toute une histoire justement qui avait été consacrée à ça. Je mettrai le lien éventuellement, mais on peut retrouver sur le site, je pense. Mais effectivement, ça peut arriver qu'une adoption se passe mal. C'est vrai. Mais il arrive aussi que certaines parentalités se passent mal et que des adolescents qui n'ont pas été adoptés et qui sont sortis du ventre de leur mère et du sperme de leur père se suicident aussi et réussissent leur suicide. Hein. Je veux dire, ça n'est absolument pas un critère. Voilà. C'est vrai qu'il y a certaines précautions à prendre, je pense, au moment de l'adoption pour limiter le risque d'échec. Limiter le risque d'échec ne signifie pas qu'on le supprime à 100%, parce que une histoire d'amour entre un père et une mère, c'est une histoire d'amour, c'est une aventure, et donc comme n'importe quelle aventure, elle comporte sa part de risque, effectivement. Mais je préfère risquer d'aimer quelqu'un avec les problèmes qui vont se poser, plutôt que ne pas aimer du tout. Voilà. Et la parentalité fait partie de ces histoires-là, effectivement. Donc il faut l'assumer. Et pour moi, ça ne fait absolument aucun problème. Donc moi, je suis effectivement pour que n'importe quelle personne qui a la possibilité juridiquement de retrouver ses origines, la retrouve. Alors pour quelle raison ? Parce qu'il peut arriver, par exemple, que l'enfant en question, quand il va devenir adulte, s'il se retrouve devant des problèmes psychologiques importants, sans que les parents adoptants ne soient en aucune façon responsables de quoi que ce soit, il est tout à fait possible qu'au niveau de l'inconscient de l'enfant, il soit porteur de certaines choses qu'il ait subies dans le ventre de sa mère, par exemple, certains traumatismes. Je pense par exemple à certaines femmes qui ont choisi d'abandonner leur enfant pour lui sauver la vie parce qu'elles vivaient dans un pays en guerre, par exemple, qu'elles aient été victimes d'un viol collectif, de choses comme ça, de choses absolument terrifiantes, où le fait d'abandonner l'enfant, dans le cas de viol par exemple, ça peut se produire, elles aient été porteuses, l'enfant soit porteur sur le plan psychologique, au niveau de son inconscient, de certaines données absolument fondamentales, autant de données qui peuvent éventuellement ouvrir des portes dans un travail thérapeutique quand l'enfant devient adolescent ou adulte. Voilà. Donc pour ces raisons, il est extrêmement important qu'il ait connaissance de ses origines véritables. Il y a aussi le dossier purement médical. L'enfant peut très bien se retrouver avec des problèmes de maladie, des problèmes de santé purement physiologiques, et de connaître donc l'identité de ses parents véritables soit une nécessité sur le plan médical. Ça, c'est la deuxième raison. Voilà. Ce sont les deux véritables raisons absolument fondamentales pour lesquelles un enfant devrait
systématiquement avoir recours au droit d'entrer en relation avec ce parent. Ensuite, c'est aux parents adoptants d'avoir la sagesse de ne pas se sentir attaqués pour autant. Voilà. On peut très bien expliquer à un enfant, écoute, nous, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Il se trouve que toi, de ton côté, tu as été abandonné et que si tu as été abandonné, il est tout à fait possible que tes parents l'aient fait par amour pour toi, parce que je tiens à signaler que ça arrive malheureusement assez souvent que des parents abandonnent un enfant par amour, aussi étrange que ça puisse paraître, parce que le désespoir de la maman est tel que d'abandonner l'enfant et de le confier à la DAS ou de le confier à une association pour qu'il l'élève, soit le meilleur moyen de s'assurer qu'il aura à manger, qu'il ira à l'école, qu'il sera protégé, parce que la maman ou les parents sont dans une situation de désespoir absolu. Voilà. Ça peut être un acte d'amour que d'abandonner un enfant. Il faut le savoir. Voilà. Par contre, moi, je suis aussi pour... alors ça, par contre, je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis, moi, pour une évolution de la loi, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui abandonne son enfant à la DAS, si jamais il n'a pas signé abandon, cet enfant n'est pas adoptable. Et ça, je trouve ça très grave. Parce que le fait qu'il ne soit pas adoptable, d'une certaine façon... Je suis encore en train de faire des bêtises avec ma petite croix. Le fait qu'il ne soit pas adoptable empêche n'importe quel couple de l'adopter véritablement, justement. Et ça, je trouve ça profondément injuste. Parce qu'en fait, ça donne le droit de préemption de la filiation par rapport à l'adoption. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Moi, je considère que, par exemple... Alors, évidemment, vous avez plusieurs cas de figure. Hein. Vous avez, par exemple, des parents qui vont mettre l'enfant à la DAS et qui vont veiller à maintenir avec lui un réel lien affectif. C'est-à-dire, grosso modo, nous ne sommes pas capables de l'élever, mais nous maintenons le lien. C'est-à-dire que nous allons lui rendre visite régulièrement, etc., etc., etc. Donc là, c'est une chose. Dans ce cas-là, je pense qu'il est souhaitable que l'enfant soit effectivement placé dans une famille d'accueil ou dans une institution et le lien des parents géniteurs est maintenu. Et la place de chacun est définie. Voilà. Il faut veiller simplement à ce que les parents n'aient pas un discours mensonger par rapport à l'enfant, à savoir on va te récupérer dans 3 mois, et pendant toute l'enfance, ils racontent à l'enfant qu'ils vont le récupérer dans 3 mois. Là, à ce moment-là, ça devient des parents toxiques, et il est souhaitable dans ce cas-là de tenir vis-à-vis des parents géniteurs un discours plus ferme. Hein. Voilà. Parce que ça, c'est extrêmement grave pour l'enfant, c'est profondément destructeur. Dans le cas, par exemple, de parents qui mettent l'enfant à la DAS et qui l'oublient comme un vulgaire paquet de linge sale, ce qui arrive malheureusement le plus souvent, je pense, dans cette hypothèse-là, moi, je considère qu'il doit y avoir un délai au-delà duquel cet enfant devient effectivement adoptable. N'en déplaise aux parents qui ont abandonné l'enfant. Parce que moi, je trouve profondément scandaleux que la filiation soit préempte par rapport au désir d'adoption. Ça, je regrette, mais pour moi, c'est quelque chose d'absolument injuste, profondément injuste. Je pense notamment à certaines familles d'accueil avec qui les enfants qui sont confiés sont vraiment considérés comme leurs propres gamins, où l'amour qu'ils leur donnent est profondément véritable. Et c'est la famille de filiation qui fout la merde pour les récupérer, alors que le gamin est vraiment comme un poisson dans l'eau dans la famille d'accueil qui, elle, souhaite l'adopter. Pour moi, dans cette hypothèse-là, le choix doit aller vers la famille d'accueil, ça fait absolument aucun doute. Mais ça, j'ai déjà ouvert ma gueule sur le sujet, et d'ailleurs je connais des gens, moi, adultes, qui ont vécu ça et qui ont été complètement bousillés parce que l'attitude des travailleurs sociaux et des juges pour enfants dans ces cas-là était profondément injuste. Voilà. Il faut bien sûr, dans cette hypothèse, il faut vraiment
se prémunir contre un discours négationniste par rapport à la famille la famille d'origine aussi. C'est pas parce qu'une famille adopte qu'elle doit mépriser la famille d'origine. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il est important quand les enquêteurs viennent enquêter au sujet d'un couple adoptant, c'est tout ça qu'ils vérifient justement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas leur jeter la pierre. Il est normal qu'ils prennent certaines précautions pour voir sur le plan psychologique si les parents adoptants sont suffisamment matures et suffisamment intelligents pour avoir du recul et avoir cette sagesse-là. Parce que cette sagesse-là, elle est indispensable pour le bien de l'enfant. Donc il faut bien comprendre que cette enquête, elle est nécessaire aussi. Voilà. Une famille adoptante a un devoir de clarté par rapport à la famille d'origine. Voilà. Bon, il est probable que je reviendrai sur le sujet quand ce sera nécessaire. Je suis toujours en train de chercher après ma petite croix.